Bon, excuse-moi, Normand, avant de commencer, je vais te poser une question, j'aimerais ça que tu me dises la vérité. Est-ce que tu penses vraiment que ça vaut la peine que je continue encore de parler de plein air à beau et chaud? Excuse-moi de t'interrompre, parce que moi, vraiment, j'y crois plus, Normand. J'y crois plus. Parce que les gens, je suis certain que les gens ne pensent pas une seconde à sortir pleinement et à profiter du plein air sainement avec leur famille, parce que les gens n'ont qu'une seule idée en tête, Normand. L'argent. L'argent, je les vois, moi, les gens, la semaine, toute la semaine. Ils font la queue pour acheter des billets de loterie toute la semaine. Leur as-tu vu les yeux à ces gens-là, Normand? Leur as-tu vu les yeux? Non. Les pantalons, leur as-tu vu le pantalon, Normand? Ça, c'est effrayable. J'imagine le vendredi soir. Je les vois très bien le vendredi soir devant leur TV avec leur billet de mini-loto d'une main puis leur Maxi Stay Free de l'autre, littéralement pendus au boule d'Yves Corbeil pour savoir s'ils vont encore tirer leur numéro cette semaine. C'est épouvantable, c'est décatant. Penses-tu que ces gens-là pensent vraiment à sortir dehors une seconde pour se toaster un marshmallow? Jamais de la vie. Ce qui fait que cette semaine, contrairement aux autres semaines, je vais te parler d'un sujet beaucoup plus léger et amusant. Je vais te parler de la théorie du philosophe allemand Martin Heidegger, qui dit que la description de la vie quotidienne dans la relation au monde et à autrui permet d'expliciter les structures de base de la phénoménologie de l'existence humaine, ainsi que le souci et la structure ontologique de sa temporalité, à savoir s'il y a vraiment là fondement de son historicité et horizon de toute compréhension de sa paquette de son... Voyons, j'ai un blanc, Normand, aide-moi, de sa noune? Non, non, de la vie, la noune. Ben oui, Et que je te trouve vulgaire, des fois, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que ça te tente que je te parle de ça, de cette théorie-là? Oui. Oui, bon, ben, ça ne tente plus. Alors, je vais te parler aujourd'hui, nous allons revenir avec le plein air, et le thème d'aujourd'hui, c'est la corrida, un sport vraiment swell. Alors, comme tu dois t'en douter, Normand, la corrida est née en Espagne il y a plusieurs centaines d'années. Bon, on s'est déjà suffisamment étendu sur les légendaires hémorroïdes de la reine Isabelle de Castille, qui, à elles seules, ont permis à l'humanité tout entière d'effectuer un grand bond en avant. Tu te rappelleras que c'est grâce à ces pinottes de feu que l'on doit la découverte de la tomate, du mapo spread et de la sableuse à finition. Mais savais-tu que sans ces bouillantes olives, la corrida n'aurait probablement jamais vu le jour? Tu savais pas? Bon, tu demanderas ça à Joanne à soir en arrivant à la maison, tu vas t'expliquer. Toujours est-il que depuis cette époque, la corrida n'a pas cessé d'évoluer, et ce, sans jamais trahir ses origines ibériques. Elle s'est même transportée, la corrida, vers les pays frontaliers de l'Espagne, comme la France et le Portugal, de même que dans certaines petites colonies espagnoles, notamment au Mexique, où on appelait la corrida alors la... Une expression courante mexicaine qui, en français, veut dire plusieurs choses, telles que roter le taco, sentir le mariachi et mourir à Guantanamera. Mais revenons en Espagne, plus précisément, Normand, où la corrida répond à un rituel très strict. Avant même que le taureau n'entre dans l'arène, les toreros défilent solennellement aux yeux des spectateurs au son d'un passo doblé lascif et envoûtant. J'en profiterai ici pour spécifier que, durant la corrida, plusieurs types de toreros vont se diviser l'attaque. C'est ainsi qu'on va retrouver le matador, le picador, le banderillo et Daniel Doris et ses Dorisettes, dont le but ultime est de déprimer définitivement le taureau de la vie avec des métlés insipides et des chorégraphies insignifiantes. Les toreros ayant paradé, on lâche donc maintenant la bête lousse dans l'arène. Et là, vraiment, la bête est à vif et... Ah, excuse-moi, normalement, ça me fait passer parlant de bête à vif. Je t'ai-tu conté le rêve que j'ai fait avec Mela Mulroney? Non. Oh. Oh my God! Tu peux bien voir la face longue, Brian. Bon, donc le féroce animal... Le féroce animal est lâché dans l'arène, et là, vraiment, les toreros vont se succéder tour à tour pour venir affronter la bête jusqu'à ce que le matador décide d'asséner le coup final, qu'on appelle l'estocade, qui n'est plus ni moins, finalement, que la mise à mort du taureau. Lorsque je me promène sur la rue, des gens me demandent parfois, Marc, la corrida n'est-elle pas qu'une façon débile et cruelle de faire du bœuf haché? Bon, ça, je pense que c'est... Il y a juste des maudites momounes végétariennes pour poser des questions de même. Parce que la tauromachie, vraiment, correspond à un combat beaucoup plus noble. Et pour bien vous faire comprendre cette notion, Normand et moi allons vous faire une petite démonstration, de façon à ce que vous puissiez vous-même, à la maison, préparer et faire vos propres petites corridas. Alors, on va d'abord se lever, Normand, si tu es d'accord. Donc, pour réussir une corrida, il faut premièrement un taureau de bonne taille. Alors toi, Normand, tu vas faire le taureau, si ça te dérange pas. Bon, je sais que d'habitude, un taureau, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus foncé et surtout beaucoup moins riche que Normand, mais on est à Radio-Québec, on va faire avec son là. Alors, si tu veux bien te placer ici, tu vas te mettre à quatre pattes, s'il te plaît, et j'aimerais ça que tu mettes cet anneau-là dans ton nez, s'il te plaît, OK? Et là, tu bouges pas, tu vas attendre que je te dise quoi faire, OK? Et deuxièmement, pour réussir votre corrida, il vous faut une cape. Une cape en bonne étoffe que vous allez agiter devant le taureau pour l'effrayer. Bon, à chaque fois que le torero, c'est-à-dire moi en l'occurrence pour la démonstration, va agiter la cape devant le taureau, celui-ci va se ruer vers moi. Le torero enlève la cape d'un geste majestueux alors que le public, fou de joie et délirant, crie un magnifique « Voilà! Olé! » Pierre, viendrais-tu ici, s'il te plaît, une seconde? Ça te dérange pas de faire le public? J'aimerais ça que tu te places derrière et à chaque fois que Normand va me rentrer dans la cape, j'aimerais ça que tu cries. T'as compris?
OK. Alors donc, après un court moment de recueillement, vous y allez avec une première démonstration. Le but, évidemment, c'est d'avoir du plaisir en famille. Alors, on y va, Normand. Vas-y, fonce sur moi. C'est pas pire quand même, c'est gentil. OK, une autre fois, Normand. Une deuxième fois. Magnifique. C'est beau, merci beaucoup. Une troisième et dernière fois, s'il te plaît, Normand. Magnifique. Bon, ça, c'est juste une petite démonstration, mais je voulais juste spécifier ici quelque chose. Ceci, là, ce que vous venez de voir, n'a absolument rien à voir avec la méthode qu'emploie 4 saisons pour effrayer Serge Laprade en lui brandissant des vieilles robes de Michel Rivard devant lui en disant « Bu, Serge, bu, 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 Serge, bu, bu, bu ». Ce n'est pas du tout, mais du tout la même chose. Alors, encore un dernier coup, Normand, juste pour le public, là, pour les gens qui t'aiment. OK, quand vous sentez... Merci beaucoup, mais attention, quand vous sentez que le taureau est vraiment prêt pour l'estocade, vous vous munissez d'un couteau, un grand couteau que vous appuyez ici sur la gorge de la bête. Et là, juste avant de porter le coup final, généralement, c'est à ce moment-là que se manifeste une voix. Cette voix, c'est votre bonne conscience qui vous dit « Marc, mais que fais-tu? Pourquoi commets-tu un acte civil? Un meurtre? Un meurtre, Marc? Y penses-tu? Toi qui avais de si grandes ambitions, quelle déception. Et juste à ce moment-là, il y a une autre voix qui embarque par-dessus, ça c'est votre bonne conscience qui vous dit, non, c'est la mauvaise conscience qui vous dit, mais, hey, Marc, allô, c'est Nicole, hey, là, fais-y la passe, lui, là, c'est juste un maudit nègre, envoie, tue-les, là, c'est juste une grosse sale envoie, fais-les souffrir. Et là, vraiment, vous êtes torturé, excuse-moi, Normand, ça sera pas très long. Non, ça va. Vraiment torturé par cet épineux problème de conscience, vous demandez recours à Dieu. Et là, soudain, dans un éclair, Dieu vous apparaît et vous dit, Marco, bene, molto bene, ho dormito tutta la mattina, mi sono svegliato a mezzogiorno. Ho preso un caffè, mi sono fatto la doccia, poi ho fatto niente del pomeriggio. Poi ho fatto spettacoli, però i toro sono pazzi stasera. Assolutamente pazzi. Ciao Marco. Et là, vraiment, malgré la beauté de ce combat, vous décidez d'abandonner les armes après ce que Dieu vous a dit et vous décidez de vous excuser auprès de la bête. C'est énorme. Excuse-moi, assis-toi. Excuse-moi, je suis désolé, enlève ça, t'as l'air tellement ridicule. Enlève ça. Normand, pour m'excuser de l'outrage que je t'ai fait, comme dans la Bible, je vais te laver les pieds avec mes propres cheveux. Excuse-moi. Dans son infinie sagesse, Dieu m'a dit, Marc, toutes les créatures sur cette terre, malgré leurs couleurs et leurs différences, se ressemblent et sont mes enfants. Alors, pour l'amour de moi, je t'en prie, ne tue jamais un bœuf.